Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de notre 5e conférence du GBA Business Club. Donc, voici les sujets des conférences précédentes, la résilience, la prise de parole en public, l'éthique des affaires, les crypto-monnaies avec notre ami Maxime qui est là aujourd'hui, et toutes les vidéos de ces conférences, sauf celle d'avant, sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder en replay. Comme vous le savez, le sujet de celle de ce soir porte sur la transition écologique par et pour les entreprises. Et la prochaine conférence sera le 29 septembre et celle-ci, elle sera en présentiel. Donc là, on pourra se rencontrer en personne. On est en train de chercher une salle. Donc ça va être super de se voir. Et le thème, ça sera bien se nourrir pour mieux performer au travail avec la diététicienne Maike Kruzman. Voilà, et maintenant nous allons passer à une petite présentation du club. Donc, c'est un club de réseautage qui a pour but de développer des relations d'amitié et d'affaires durables entre ses membres. Une fois par mois, nous organisons une réunion de réseautage dans une ambiance informelle. Et une conférence sur un thème spécifique par mois, comme celle-ci ce soir. Si certains souhaitent adhérer au club, ce n'est pas le thème du soir, eh bien, ils peuvent s'inscrire directement sur notre site. Voilà, je vais envoyer le lien dans la conversation. Voilà, c'est directement ici. Voilà, juste une petite chose à propos, comme d'habitude, pour la photo, je prendrai un screenshot des participants, donc je vous préviendrai, ce sera après la fin de la conférence, juste avant les questions. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez désactiver votre caméra et si vous souhaitez apparaître, eh bien, vous pouvez l'activer. Et les noms seront de toute façon supprimés, hein, n'est-ce pas? Oui, Voilà. c'est Ouais. ça. Oui. Alors maintenant, avant de commencer la conférence, on aimerait demander à Daniel Chambard, hein, le protagoniste, de se présenter en quelques mots. Puis après, à toi la parole, évidemment, pour la suite. Bien volontiers, merci messieurs les organisateurs, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce sujet qui est évidemment d'importance et qui me tient particulièrement à cœur. Alors, 2 mots sur mon parcours. Je suis genevois, né à Genève, j'ai fait toutes mes écoles à Genève qui se sont conclues par un doctorat en chimie analytique de l'environnement, donc de l'Université de Genève. Après cela, je suis parti à Berne, à l'Office fédéral de l'environnement, pour travailler dans les déchets. J'y suis resté 7 ans. Je suis revenu à Genève, où j'ai pris la direction du service cantonal de gestion des déchets. Et puis maintenant, depuis 15 ans, je suis le directeur général de l'Office cantonal de l'environnement. Entre deux, j'ai aussi travaillé 2 ans dans une banque, où je me suis notamment occupé de crédits commerciaux. C'était histoire de bien garder les pieds sur terre et d'être au courant des problématiques, notamment des entreprises aussi. Alors, l'Office cantonal de l'environnement, en 2 mots, c'est un office qui s'occupe de toutes les choses qui fâchent. La protection de l'air, le bruit, les rayonnements non ionisants. En français, ça s'appelle la 5G aujourd'hui. Je m'occupe aussi des substances dangereuses dans l'environnement bâti, typiquement l'amiante, dont les bâtiments sont truffés à Genève, en tout cas tous ceux qui sont antérieurs à 1980. Je m'occupe des déchets, toute la gestion des déchets, des sites pollués, des gravières, de la protection des nappes phréatiques, tout le programme de prospection du sous-sol pour la géothermie, également la prévention des accidents majeurs. Là, par exemple, prévenir, ce qui fait régulièrement peur à tout le monde, c'est une explosion au niveau des citernes d'hydrocarbures à Vernier et ce genre d'événements. Et puis finalement, toutes les études d'impact également au niveau de l'aménagement du territoire. Vous savez qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui à Genève de déclasser un terrain pour y construire des nouveaux quartiers. Voilà un petit peu effectivement toutes les thématiques qui fâchent, l'usine d'incinération, la nouvelle décharge pour les mâches-fer, dont aucune commune ne veut, etc. etc. C'est un peu mon lot quotidien. Alors, la conférence de ce soir, je vous la propose en 3 parties. La première partie, c'est une partie motivation, avec quelques informations et réflexions sur la problématique environnementale telle qu'elle se présente aujourd'hui dans le monde.
Une deuxième partie va esquisser des pistes de solutions au problème. Et une troisième partie, ensuite, se tournera plus précisément sur ce que peut faire une entreprise pour aider et contribuer à résoudre le problème. Ce sera la partie par et pour les entreprises. Voilà, c'est parti. Et pour bien démarrer cette... alors, je vais d'abord partager l'écran, parce qu'autrement, ça ne va pas partir. Alors, une petite seconde. On partage. Voilà. Vous voyez mon écran? Parfait. Oui, c'est tout bon. Très bien. Alors, c'est parti. Pour bien démarrer cette partie motivation, je vous invite tout d'abord à faire un petit voyage interstellaire. Pour autant que... Ah ben voilà, ça ne marche plus. Voilà, ça marche. Donc, vous avez ici une vision de l'univers, probablement prise au télescope. On y voit beaucoup d'étoiles et on y voit aussi des galaxies qui sont reconnaissables, notamment, mais pas seulement, à leur forme elliptique. Ici, vous en avez une, ici, vous en avez une autre. Il y en a toute une série. En fait, on ne peut pas savoir comme ça à l'œil nu si ce qu'on voit, ce sont des étoiles ou des galaxies. Une chose est certaine, c'est que d'après les astronomes, l'univers contient entre 100 et 200 milliards de galaxies. C'est beaucoup 1 milliard. Alors, ce n'est pas à vous, les businessmen, que je vais expliquer ce que c'est qu'un milliard, mais vous pouvez faire une idée de la grandeur de l'univers, sachant qu'il y a 100 à 200 milliards de galaxies. Une de ces galaxies, c'est celle-ci, on la connaît bien, c'est la nôtre, c'est la Voie lactée. Nous nous trouvons dans la Voie lactée. Eh bien, toujours selon les astronomes, la Voie lactée comporte à peu près 250 milliards d'étoiles. Alors, plus ou moins 150, mais quand même, ça fait beaucoup d'étoiles dans cette Voie lactée. On voit ainsi, on peut avoir une vague idée, une perception de la grandeur de cet univers, puisqu'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie et 200 milliards de galaxies. Alors, une de ces étoiles, on la connaît très bien aussi, c'est la nôtre, c'est le Soleil, c'est celle qui a permis à la vie de se développer sur la planète Terre. Je tiens à préciser que nous sommes certes entourés de 250 milliards d'autres étoiles dans cette galaxie, mais elles sont relativement éloignées. La plus proche se trouve à 4,2 années-lumière de la Terre. Alors, une année-lumière, ça ne dit rien à personne, et je vous rassure, à moi non plus. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de transcrire cette notion d'année-lumière en quelque chose d'un peu plus compréhensible pour nous. Alors, 4,24 années-lumière, cela représente environ 800 000 fois la distance entre la Terre et Mars. Okay, donc, Proxima du Centaure, la prochaine étoile se trouve à 800 000 fois la distance Terre-Mars. Retenez bien ce chiffre de 800 000 parce que j'y reviens tout à l'heure. Vous constatez qu'autour de ce Soleil, une autre étoile tourne un certain nombre de planètes, et bien évidemment aussi la nôtre, celle sur laquelle nous sommes, la planète bleue, cette magnifique planète bleue qui nous permet d'exister et de discuter ce soir. On constate en l'observant un peu qu'on y voit des courants atmosphériques, hein, très clairement, on voit ces courants atmosphériques. On sait aussi qu'il y a des courants dans les mers, des courants marins. Et puis, tout ceci, donc l'ensemble de ces courants atmosphériques et marins, forme ce qu'on appelle un profil climatique. Alors, un profil climatique, ça dépend de beaucoup de choses, mais ça dépend notamment de la tectonique des plaques, ça dépend de la composition de l'atmosphère, ça dépend de la position de la Terre par rapport au Soleil. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on se trouve actuellement dans un profil climatique extrêmement stable qui dure depuis 20 000 ans. C'est ce qui a permis à notre civilisation de se développer. Et puis, c'est un profil qui va durer encore à peu près 50 000 ans, durant lesquels on va perdre chaque année 0,1 degré pour atteindre gentiment dans 50 000 ans, il y a moins 5 degrés et la prochaine grande époque glaciaire. Ça, c'est la théorie, c'est ce qui aurait dû se passer. Seulement, voilà, le problème, c'est que en quelques années, en 250 ans pour être précis, depuis qu'on a
découvert les combustibles fossiles, l'humanité a complètement détruit cette stabilité extraordinaire et on se trouve aujourd'hui non pas à réduire la température de 0,1 degré par année, mais on va l'augmenter durant ce siècle de 2, 3, 4, 5 degrés peut-être. Et ça, c'est un bouleversement que la planète n'a jamais connu dans toute son histoire et ça a été attesté par les géologues. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore possible de stopper ce processus, mais il va falloir se dépêcher. Au passage, j'aimerais quand même contredire certains poètes qui pensent qu'on va pouvoir aller s'établir sur Mars, voire sur des exoplanètes. Alors, sur Mars, tout d'abord, ça ne va pas être possible d'y vivre pour beaucoup de raisons, mais en tout cas deux qui sont à elles seules rédhibitoires. La première, c'est que la croûte martienne, si je puis dire, de Mars, donc la Terre de Mars, contient 0,5% d'une substance qui s'appelle le perchlorate hautement toxique avec laquelle on fait notamment des explosifs. Et puis ces 0,5% de perchlorate dans la croûte de Mars nous permettent d'affirmer qu'il est totalement impossible d'imaginer cultiver quoi que ce soit sur Mars. Ça, il faut oublier. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Mars. Ça pose un problème pratique, on ne peut pas y respirer, mais ça peut encore se résoudre. Je pense que le problème principal, c'est le fait qu'on n'est pas protégé du rayonnement solaire. Or, parce que nous avons l'atmosphère qui nous protège, et grâce à l'atmosphère, on peut vivre. Mais sans atmosphère, et c'est le cas sur Mars, aucune vie n'est possible, parce qu'en quelques semaines, on chope le cancer. Et puis, il faudrait imaginer de vivre dans des bunkers avec 10 mètres de béton d'épaisseur pour pouvoir espérer survivre sur Mars. Donc, exit Mars. Restent les exoplanètes. Alors, depuis la découverte de la première exoplanète, qui a d'ailleurs valu un prix Nobel à l'Université de Genève, on en a découvert toute une série qui tourne autour d'autres étoiles plus éloignées. Et c'est là que j'aimerais revenir sur mes 800 000 fois à la distance Terre-Mars, parce que pour aller de la Terre à Mars, il faut à peu près 6 mois. Donc, pour couvrir 800 000 fois cette distance, il faut compter avec les technologies d'aujourd'hui. Vous me direz que ça peut évoluer, mais aujourd'hui, il faut compter 400 000 ans. Et 400 000 ans, c'est rien d'autre que 10 fois toute l'histoire de l'humanité depuis l'invention de l'agriculture. Ça veut dire qu'il va y avoir des générations et des générations et des générations qui devront se succéder dans le vaisseau spatial pour espérer éventuellement un jour arriver sur une planète B. Donc la conclusion est très claire, il n'y a pas de planète B. Par conséquent, si on veut éviter le cataclysme dont j'ai parlé précédemment avec une augmentation brutale de la température, on est au pied du mur et on n'a qu'une seule chose à faire, c'est de suivre les recommandations du GIEC et de rester à 1,5 degré, de surtout pas dépasser les 1,5 degrés d'augmentation de la température moyenne de la Terre. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on regarde, par exemple, Genève? Nous avons, dans le cadre du plan climat cantonal qui a été présenté par le Conseil d'État le 2 juin, donc il y a 13 jours maintenant, nous avons regardé quelles sont les émissions des Genevois. Et vous avez ici 3 catégories d'émissions qui sont représentées. Il y a les biens de consommation, la mobilité et l'énergie et les bâtiments. Donc en gros, le chauffage, les carburants et toute l'énergie grise et le CO2 gris qui se trouvent dans les biens de consommation, comme les ordinateurs, les meubles, les habits, etc. etc. Au total, un Genevois moyen émet 11 tonnes de CO2, une Genevoise aussi d'ailleurs, 11 tonnes en moyenne par année. La limite à ne pas dépasser serait de 1 tonne. Donc on en fait à peu près 10 fois trop. Et nous avons au total 5 tonnes sur ces 11 qui sont en émissions directes, et ça c'est les combustibles et les carburants, et 6 tonnes qui sont en émissions indirectes. Alors ici dans les barres mobilité et énergie et bâtiments sont inclus les émissions indirectes de la recherche des hydrocarbures qui se passent à l'étranger, puis ensuite leur transport jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle, au total, on a 6 tonnes d'émissions indirectes.
Et ça me permet d'ailleurs de réfuter aussi une théorie qui dit souvent, mais ça ne sert à rien que nous, on fasse des efforts parce que pendant ce temps, les Chinois construisent des centrales thermiques. Alors c'est vrai, les Chinois construisent des centrales thermiques, mais pourquoi est-ce qu'ils construisent des centrales thermiques? Essentiellement pour approvisionner en biens de consommation de tout genre les pays développés. Donc, quelque part, si on construit des centrales thermiques en Chine, c'est aussi parce que nous consommons ici. Et je pense qu'il faut qu'on en soit conscient. Alors, la trajectoire à suivre maintenant pour atteindre, ne pas dépasser le degré et demi, eh bien, est celle-ci. Et on voit que jusqu'à aujourd'hui, et depuis 1990, on a fait ça. Et si on continue plan-plan, je dirais, comme jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on ne sera pas du tout au bout de dans l'objectif en 2050. En 2050, on doit être là en bas. Ça veut dire qu'on va devoir changer radicalement notre façon de vivre et notre façon de consommer, de produire. On verra tout à l'heure des solutions. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on va clairement, je crois qu'on peut le dire, dans le mur. Une conséquence assez intéressante qui a été calculée par l'Université de Genève, c'est l'augmentation de la température à Genève. Alors, on voit que dans le scénario, on continue comme jusqu'à aujourd'hui, on sera entre 3,5 et 6 degrés d'augmentation à la fin du siècle. En 2030, on aura ici la température moyenne de Milan. En 2050, Bologne. En 2070, Naples. Et en 2090, on sera à Lecce. Alors, on me dirait, c'est plutôt sympa, Lecce, c'est au bord de la mer. Dans le fond, c'est assez agréable comme climat. Pourquoi pas? On pourrait vivre avec ça à Genève. Tout à fait d'accord avec ça. Sauf que cette augmentation de la température va induire tout un tas de bouleversements, notamment climatiques. Vous avez certainement remarqué que le climat se dérègle. Il pleut quand il ne devrait pas, on a des longues périodes de sécheresse. Il y a 2 ans, on a failli avoir un ouragan qui a traversé l'Atlantique, qui est arrivé aux portes de l'Europe. Moi, je pense que dans quelques années, on en aura des ouragans en Europe. Et puis, il y a des conséquences encore plus dramatiques. Par exemple, celle-ci, ici, vous avez une image de Gondo. Vous vous rappelez certainement le glissement de terrain de Gondo. Alors, ça arrive de temps en temps dans les Alpes, dans les montagnes, ces glissements de terrain, tout à fait normal et naturel, sauf qu'avec le réchauffement climatique, ça va devenir de plus en plus fréquent. Pourquoi de plus en plus fréquent? Parce que les terrains au-delà d'une certaine altitude sont gelés, on appelle ça le pergélisol en français, permafrost en anglais, et avec le réchauffement, eh bien, ces terrains dégèlent, ils deviennent instables, et ce type de catastrophe va se multiplier. Et on commence déjà à voir que ça bouge dans ce sens-là. S'il n'y avait que la problématique climatique, on pourrait peut-être encore s'arranger, mais le problème de l'environnement est bien plus multiple. Je vais vous en parler de certains. Alors, il y a notamment la question de la biodiversité. Vous saurez qu'il y a 30% des espèces, 33%, un tiers des espèces d'insectes sont menacées d'extinction. Durant les 30 dernières années, on a perdu en moyenne 2,5% de population d'insectes. Sur 30 ans, ça fait 75%. 3/4 des insectes ont disparu de la planète en 30 ans. Le problème de ça, c'est que, et les scientifiques alors craignent très clairement une extinction totale des insectes, ce qui serait cataclysmique pour toute la biodiversité, puisque les poissons mangent des insectes, les oiseaux mangent des insectes, les batraciens, les reptiles, etc. Tous des animaux qui se nourrissent d'insectes. Et bien, s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus ces animaux non plus. Donc, vous voyez que ça pourrait être terrible pour toute la vie et aussi pour l'humanité, d'autant plus que les insectes, beaucoup d'entre eux, sont aussi, participent à la pollinisation et donc à notre nourriture. Voilà, un problème supplémentaire gravissime aujourd'hui, la biodiversité. Un autre problème, c'est la question des ressources. Si vous avez des ressources renouvelables, qui sont les ressources halieutiques, le problème des ressources halieutiques et beaucoup d'autres ressources renouvelables, c'est qu'elles sont surexploitées. Aujourd'hui, 90% des poissons, des gros poissons, ont disparu. Et de nouveau, c'est toute la chaîne alimentaire des océans qui est perturbée. Et on voit apparaître de plus en plus, et je peux vous dire qu'il y en aura de plus en plus, des méduses.
en lieu et place des jolis poissons quand on ira se baigner au bord de la mer, notamment en Méditerranée. Alors ça, c'est une ressource parmi tant d'autres renouvelables. Il y a aussi les ressources non renouvelables. Vous avez ici un smartphone. Il faut savoir que dans un smartphone, il y a une quarantaine de métaux différents. Vous avez tous quelques notions de chimie avec le tableau périodique des éléments. Eh bien, il y en a 40 différents, dont beaucoup qui sont des métaux rares et qui sont, pour certains, bientôt épuisés d'ailleurs. Alors ça, c'est déjà un premier problème. Puis le deuxième problème, eh bien, il y a des mines, hein, parce qu'il faut aller chercher ces métaux. La plupart du temps, ces mines sont dans des pays en développement, avec des normes environnementales qui ne sont pas les nôtres. Donc, ceci cause des pollutions importantes dans beaucoup de pays du monde. Puisqu'on parle de pollution, il y a des pollutions globales aujourd'hui, notamment un véritable fléau qui est le plastique, parce que nous collectons, nous mettons notre plastique dans nos ordures, ça finit à l'usine d'incinération, certains sont recyclés, mais dans le monde, ce n'est pas du tout comme ça. Dans les 3/4 des pays, le plastique finit au mieux dans les décharges et au pire dans la nature. Aussi bien des décharges que de la nature, il finit un jour ou l'autre dans les cours d'eau, depuis les cours d'eau dans la mer, et dans la mer, ben voilà ce qu'on trouve, notamment à l'embouchure des fleuves. Et ça, de nouveau, c'est une pollution qui commence vraiment à poser un problème au niveau mondial. Des pollutions comme ça, il y en a beaucoup. J'aimerais attirer votre attention sur la dernière, sur les pesticides. Les pesticides tuent la terre. Un champ qui est arrosé régulièrement de pesticides n'a plus beaucoup de vie dans son sol, plus beaucoup de biodiversité non plus. Accessoirement, ces pesticides se retrouvent dans l'eau potable, dans les aliments, donc ils nous empoisonnent. Et puis, c'est une grande cause de la disparition des insectes, et on revient au début sur la biodiversité. Vous voyez, ça, c'est un petit panorama, parce qu'on pourrait y passer toute la soirée, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On a une autre façon de représenter les choses qui est assez intéressante. C'est un modèle qui a été développé par Kate Raworth, qui est une économiste anglaise. C'est le modèle du donut. Elle nous dit, cette économiste, que nous avons ici l'espace sûr et juste pour l'humanité dans lequel un développement économique inclusif et durable est possible. Ça fonctionne de la façon suivante. Il y a d'abord un plancher social, ce qu'on appelle un plancher social, qui consiste à faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans des conditions dignes et que notamment en matière d'énergie, on ait accès à l'énergie, l'égalité des sexes, que tout le monde ait accès à l'hôpital, à la nourriture, à l'eau potable, etc. Ça, c'est le but pour l'intégralité de l'humanité. Mais tout ceci sans dépasser les limites, ce qu'on appelle un plafond environnemental. Et vous voyez ici certains éléments de ce plafond, comme l'appauvrissement de la biodiversité, on en parlait, les changements d'occupation du sol, les changements climatiques, l'utilisation d'eau douce, etc. Modèle très intéressant dont se sont saisis des économistes de l'université de Leeds pour faire quelques calculs pour le globe en entier et pays par pays. Très intéressant, voilà, la moyenne mondiale. On voit qu'on a déjà explosé 4 des limites du plafond écologique au niveau de la planète, et que pour autant, au niveau social, on ne peut pas dire que tout le monde vive heureux et en état de satisfaire ses besoins sociaux, de loin pas. Encore une fois, c'est une image moyenne. Ça ne vous étonnera pas de savoir qu'en Suisse, au niveau social, c'est pas trop mal, donc tout est sous contrôle, mais alors à quel prix au niveau environnemental? La même Kate Raworth s'est saisie des travaux de Leeds et a fait ce schéma récapitulatif extrêmement intéressant. Je vais vous expliquer. Vous avez ici donc ces fameuses limites physiques. Donc plus on est à droite, plus on dépasse les limites physiques de la planète. Vous avez ici l'amélioration du social. Donc ici on n'est pas bon et là on est très très bon. En principe, si on était dans une économie durable, on devrait avoir tous les pays ici dans le carré D. Il n'y en a aucun. On trouve, sans surprise, nos pays à nous. Hein, vous voyez, France, Canada, la Suisse, c'est trop petit pour qu'on l'ait mis en évidence, mais elle est là, quelque part dans le paquet. Ce sont nos économies développées. Ces économies développées sont les meilleures au niveau social, mais alors avec un coût environnemental calamiteux. Vous avez ici, à l'inverse, les pays les plus pauvres, au niveau social de réels soucis. Beaucoup de gens meurent de faim encore aujourd'hui. Et leur empreinte environnementale, vous voyez, est relativement modeste. Et puis ici, c'est les pays émergents, la Chine. Alors, bizarrement, l'Italie est là.
c'est peut-être à cause de la mafia, je ne sais pas, qu'elle a été classée ici au niveau social. Moi, je l'aurais plutôt mis avec la France, mais voilà. Mais la Russie, la Turquie, le Brésil, ouais, ces économies émergentes qui ont un peu progressé sur le plan social, mais alors qu'ils nous ont largement rattrapés en termes environnementaux. Donc, ce n'est pas très, très bon non plus. Quel était le suivant déjà? Ah oui, oui. Alors, la question, à partir de là, non, excusez-moi. Je reviens sur ce groupe de pays ici. Il se trouve que ce sont les pays qui ont le PIB le plus élevé. Alors, la question, évidemment, parce qu'on voit que plus le PIB augmente hein, par personne, eh bien, plus le bonheur a l'air d'augmenter, puisque, en somme, au niveau des conditions sociales, tout se passe bien. Donc, la question est de savoir, est-ce que l'augmentation du PIB induit le bonheur, plus de bonheur? Eh bien, la réponse est en partie, en partie. Très clairement, vous voyez ici les pays les moins développés. Eh bien, sur l'indice du bonheur, les gens ne sont pas très satisfaits d'y habiter, ce qui peut se concevoir. Maintenant, vous avez donc ici l'évolution du PIB par personne, et on voit qu'il y a une évolution, bien sûr, plus le PIB augmente, plus le bonheur a tendance à augmenter aussi. Mais il y a une certaine limite. On s'arrête à un moment donné. Donc, on peut encore continuer à augmenter le PIB, mais ce n'est pas pour ça que les gens sont plus heureux. D'où la question suivante, très importante aussi. Ah oui, non, parce que j'oublie de vous dire que le problème du PIB, il n'y aurait pas de souci quand on voit ça à continuer à augmenter le PIB par personne. Et le problème, c'est que depuis que le PIB augmente, on est systématiquement corrélé avec l'utilisation des ressources. Et on a vu que l'utilisation des ressources, elle commence à nous poser des problèmes. Donc, et si vous n'en êtes pas convaincu, j'ai là des graphiques qui vont vous convaincre. Vous avez ici deux pays bien connus qui sont bien développés, les États-Unis et le Royaume-Uni, avec la progression entre 1990 et 2010 du PIB. Et vous voyez que, alors vous me direz, extraction de matériel dans ces pays a plutôt tendance à stagner, voire à diminuer. Ça, c'est plutôt bon signe. Mais si on y rajoute la courbe en rouge, on voit par contre que la consommation des matériaux, elle, est toujours corrélée au PIB. Faites-moi confiance, ça continue à durer. La tendance continue à durer jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si la consommation de matériaux augmente avec le PIB, c'est bien sûr qu'on importe tout un tas de produits des autres pays dans ces deux pays. Le raisonnement est tout à fait valable pour l'Europe également, la Suisse, etc. Et au niveau du monde, la corrélation est parfaite. Plus le PIB par personne augmente, eh bien, plus la consommation de ressources augmente. Et vous voyez qu'il y a une parfaite corrélation. Il y a la même corrélation qu'on peut voir au niveau de l'énergie primaire. Là, vous avez un graphique qui est entre 1960, je n'arrive pas à voir parce que vous êtes juste dessus, 1965, ici en bas, et en haut à droite, 2011. Et on voit que de 1965 à 2011, le PIB est parfaitement corrélé à la consommation d'énergie primaire. En réalité, chaque fois que la consommation d'énergie a augmenté de 10%, le PIB a augmenté de 6%. Ou inversement, chaque fois que le PIB a augmenté de 6%, la consommation d'énergie, en fait, alors est-ce que c'est la poule et l'œuf ou... Enfin, vous voyez, mais toujours est-il que ces deux variables sont très très bien corrélées, en tout cas jusqu'à 2011, et encore une fois, la tendance s'est largement poursuivie. Maintenant, on commence à voir une légère décorrélation. Voilà. Mais alors, ce n'est pas significatif et ça ne va pas résoudre le problème si facilement. Alors, voilà. D'où la question suivante. Est-ce que l'augmentation du PIB est encore désirable? Et c'est très intéressant ce graphique, il a été réalisé par encore un économiste, Angus Madison, qui est mort maintenant, c'était encore un Anglais, qui était spécialiste des longues séries. Il a pris la peine de reconstituer l'évolution du PIB depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui.
très très intéressant, 1000 ans sans croissance, 1800 ans avec presque pas de croissance, et depuis la découverte des combustibles fossiles, d'abord le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, eh bien le PIB a pris l'ascenseur, et on voit que les deux variables, encore une fois, ont été étroitement corrélées. Et se pose la question, est-ce qu'on va continuer comme ça? Il y a une réponse qui est en train d'être étudiée à l'ONU, donc le PNU, l'environnement, qui consiste, qui est le modèle du découplage. Vous voyez ici donc l'évolution possible de l'activité économique et donc du PIB, avec l'objectif bien sûr d'avoir un bien-être en augmentation, mais alors une utilisation des ressources qui commence à stagner, et puis surtout des pressions et des impacts sur l'environnement qui vont diminuer. Ça, c'est la théorie, c'est très joli. Pour l'instant, c'est le but qu'il faudrait viser. Pour l'instant, encore une fois, on en est très très loin. Et c'est là que j'arrive un peu à la deuxième partie de mon exposé. Que faut-il faire pour arriver à reproduire dans la réalité ce schéma? Que pouvons-nous faire? Alors, bien sûr, arrive la définition de la transition écologique, et c'est le sujet du jour. La transition écologique est le processus de changement profond, indispensable, individuel et collectif, et j'insiste sur individuel et collectif, appelant à agir sans délai afin de transformer le modèle socio-économique actuel construit sur la croissance continue de l'utilisation des ressources vers un modèle économique et social qui tienne compte des limites de la planète. Cette définition, nous y avons réfléchi au sein du département du territoire pendant plusieurs mois pour arriver à la sortir. Vous en trouvez toute la réflexion dans ce document que je vous conseille. Je donnerai à la fin une liste de liens utiles, puis je la transmettrai à Bruno pour qu'il puisse vous la transmettre également. Donc ça, c'est la définition. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour bien faire. Et puis cette transition écologique vise à trouver de nouveaux équilibres et à engendrer une nouvelle façon de produire, de commercer, de consommer, de travailler et de vivre ensemble. Elle vise à assurer la résilience du système planétaire et aboutir à une société garantissant de manière durable, équitable et sûre les ressources vitales, la justice, le progrès social et une qualité de vie. C'est tout un programme et on va voir maintenant quelles sont les pistes de solutions pour arriver à pour mettre en œuvre cette transition écologique. Alors, il y en a plusieurs, je ne prétends pas être exhaustif, mais je vous préviens tout de suite, ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est les unes et les autres. Et je pense que toutes ces solutions seront nécessaires et toutes ces pistes devront être mises en œuvre pour qu'on arrive à éviter la catastrophe. Alors, voilà. Alors, je pense déjà, généralement, on le met à la fin, moi je le mets au début, qu'on n'échappera pas à une nécessaire introspection. Une introspection qui doit être individuelle, premièrement, mais qui se traduira ensuite collectivement. Les questions, c'est, ne devrait-on pas davantage s'approcher de la nature, mener une vie plus simple, mener une vie plus sobre, qui n'est pas toujours basée sur du bling-bling, sur du paraître, sur la recherche de plaisir matériel immédiat, mais qui est basée sur des valeurs un peu plus fondamentales que peuvent être la spiritualité, la convivialité, l'harmonie, la paix, le respect, l'attention aux autres. Si chacun pensait un petit peu dans ce sens-là, je pense qu'on aurait déjà fait un grand pas en avant parce qu'on commencerait à se préoccuper de ce qui nous entoure et pas seulement de notre propre satisfaction personnelle. Ça me semble extrêmement important et ça induit tout le reste derrière. Alors bien sûr, ça ne va pas suffire. Puis on a une deuxième piste qui est l'évolution de la technologie. On parle beaucoup, il y a des gens qui sont persuadés que la technologie va nous sauver. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Elle va contribuer, mais elle ne va pas nous sauver. Je donne un exemple ici, la voiture électrique. Alors c'est très très bien. J'en ai une d'ailleurs. Donc si je conduis aujourd'hui, je m'alimente avec la Vital Vert des 6G, c'est parfaitement renouvelable. Donc quand je conduis, je n'émets pas de CO2. Sauf que la voiture émet du CO2 au moment de sa fabrication et qu'elle contient beaucoup de matériaux et aussi beaucoup de métaux. Et si on calcule l'intégralité de la durée de vie d'une voiture électrique, elle n'émet au final que la moitié des émissions d'une voiture normale. Ce qui signifie que si on veut atteindre les objectifs en matière de mobilité, il ne faut pas seulement décarboner la mobilité, ce qu'on commence à faire,
il faudra aussi considérablement diminuer les émissions, diminuer la mobilité individuelle. Et ça, je pense qu'il faut qu'on commence à le comprendre, parce qu'autrement, ce ne sera pas possible d'atteindre les objectifs en matière de mobilité. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. La technologie, encore une fois, est une contribution intéressante, mais elle ne va pas sauver. Une troisième piste, c'est la fiscalité écologique. Vous avez ici un schéma qui est tiré de la stratégie biodiversité du canton de Genève, où on voit ce qu'on appelle tous les services rendus par la nature à l'humanité. On appelle ça des services écosystémiques, qui aujourd'hui sont très largement pas intégrés dans le coût des biens et des services. On peut donner des exemples. Typiquement, les voyages en avion, comme le kérosène n'est pas taxé, eh bien, le prix du voyage en avion ne couvre pas ses coûts environnementaux. Exemple tout simple, il y en a des dizaines comme ça qu'on pourrait faire. Le problème de la fiscalité écologique, c'est que ça se traduit souvent par le renchérissement de certains produits non écologiques, voire par des taxes. Alors, on se rappelle la dernière votation, apparemment la population, pour l'instant, elle n'est pas prête à avoir des nouvelles taxes. Donc, cette solution, je pense qu'on y viendra un jour, mais pour l'instant, elle a un petit peu de plomb dans l'aile. Et pourtant, elle est indispensable. Le jour où on fera payer le juste prix à ceux qui utilisent les services écosystémiques, eh bien, tout naturellement, principe du pollueur-payeur, on ira dans le bon sens. Une quatrième piste, c'est l'économie de la fonctionnalité. Puis là, on se rapproche un peu plus de vos activités. Le truc consiste à non plus acheter un appareil, mais à louer le service. On connaît bien l'histoire des photocopieurs. Il y a des entreprises genevoises qui offrent ce service. On loue le service. Et l'avantage de ça, c'est que celui qui produit ce service a tout intérêt à nous mettre à disposition des produits de longue durée de vie, des produits qui... Être un hacker, je pense qu'on a été hacké. Désolé pour cette interruption. C'est pas grave. Donc, je disais, le fournisseur a tout intérêt à nous fournir des produits de qualité, des produits qui seront faciles à réparer pour lui et des produits qui seront de longue durée de vie. Comme ça, il va pouvoir maximiser ses propres investissements, amortir sur plus longtemps. Et puis, le client sera satisfait parce qu'il aura des produits qu'il n'aura pas tout le temps besoin de racheter. Voilà, c'est l'économie de la fonctionnalité. Ça marche très, très bien. Écologie industrielle, cinquième piste. Ça concerne beaucoup les entreprises industrielle, comme son nom l'indique. Vous avez typiquement ici une zone industrielle avec des entreprises. Ces entreprises peuvent s'échanger des coproduits. Ça ne marche pas tellement bien à Genève parce qu'on n'est pas vraiment une structure industrielle qui s'y prête, mais on peut avoir 2-3 exemples de ce type-là sur le canton de Genève. On peut aussi avoir des infrastructures partagées, avoir des services mutualisés comme la gestion des déchets, comme un parking. Vous allez à la Zibet aujourd'hui, un immense immeuble de parking qui a été construit une fois pour toute une série d'entreprises. Ça permet de gagner de la place, de gagner de la ressource, et c'est très efficace en termes de diminution des gaz à effet de serre. On peut collecter, encore une fois, les déchets ensemble, on peut mutualiser l'approvisionnement des entreprises, etc., etc. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie au site génie.ch, qui est une plateforme genevoise qui est dédiée à l'écologie industrielle. Dernière piste, on commence à arriver vraiment dans le sujet du jour, c'est l'économie circulaire. Ça fonctionne comme ça. Tout le XXe siècle a été marqué par un modèle qui consistait à aller chercher des ressources non renouvelables, donc à chercher, disais-je, des ressources non renouvelables dans la nature, traiter les matières premières, concevoir et produire les biens de consommation, les distribuer, les utiliser et filer à l'incinération ou à la décharge. Ça, c'est le modèle qui a gouverné le XXe siècle, qui est parfaitement non soutenable et qu'on peut maintenant modifier en un problème. Ma souris, j'ai perdu ma souris, là voilà. Avec d'autres façons de faire, ce sont les flèches vertes qui permettent non plus de partir en décharge, mais de boucler la boucle et de faire avec les anciennes matières des nouvelles matières, concevoir les produits, etc. Première solution, le partage. Typiquement, le partage des automobiles. Il y a des entreprises genevoises qui, Mobility, typiquement, j'achète plus ma voiture, je l'emprunte à Mobility quand j'en ai besoin. La réutilisation, ça c'est par exemple les bouteilles consignées,
La réparation, bien sûr, au lieu de jeter, je le répare. Et puis la rénovation, la rénovation beaucoup dans l'immobilier. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'énergie grise dans un bâtiment et qu'un vieux bâtiment, il y a le choix entre le démolir, en construire un neuf, ou au contraire, le rénover pour les mettre aux normes d'aujourd'hui, notamment en matière énergétique. Tout ceci est beaucoup facilité si on se préoccupe ici de la phase de conception et de production. Donc le but, c'est d'arrêter la mise en décharge, d'arrêter les ressources non renouvelables. Et puis, je vais vous parler de la phase de conception, et ça, c'est l'éco-conception, une approche globale sur tout le cycle. Alors, il consiste à examiner tout le cycle de vie, vous voyez ici, d'un produit, à voir ses impacts sur l'environnement et à essayer de faire en sorte, en modifiant quelque chose, qu'il y ait moins d'impact. Alors, on étudie tous les impacts, et puis on essaie de faire en sorte qu'il y ait moins d'impact. Très bien. Les principaux axes de l'éco-conception travaillent à la durabilité du produit, le caractère rechargeable, réparable du produit, facilité de recyclage, l'utilisation de matières recyclées pour le fabriquer, la maîtrise des risques liés aux substances dangereuses, donc utiliser des matériaux le plus sains possible, optimiser la logistique de vente, les économies d'énergie d'une manière générale au moment de la fabrication, et puis l'utilisation d'énergie renouvelable. Tout ça, c'est les axes d'éco-conception. Je m'empresse de dire que l'éco-conception semble être rentable, puisque une étude franco-québécoise sur 30 entreprises a montré qu'aucune n'a diminué ses revenus après avoir éco-conçu ses produits, et que beaucoup ont augmenté leurs marges et les autres n'ont rien changé. Là, quelques-uns ont diminué la marge par produit. Donc, ça a l'air pas mal, l'éco-conception. Maintenant, évidemment que pour se lancer dans une démarche d'éco-conception, il faut être assisté par des bureaux spécialisés parce qu'il faut faire des analyses de cycle de vie de son produit et puis trouver des solutions. Voici un exemple excellent, suisse romand, d'éco-conception qui certainement parlera aux amateurs de bière. C'est la bière Dr Gabs. Dr Gabs était parti d'abord une microbrasserie sur un principe de reprise, de lavage et de réutilisation de ses bouteilles. Comme elle a eu beaucoup de succès, c'est agrandie cette entreprise. Elle a commencé à vendre ses produits dans les supermarchés et aussi de plus en plus loin en Europe. Évidemment, avec les supermarchés, une reprise totale, on n'a pas de consigne dans les supermarchés, donc une reprise est illusoire. Et se poser la question de la poursuite du modèle, de même si j'exporte mon Dr Gabs, je ne sais pas, en Suède, est-ce que ça vaut encore la peine de faire une consigne et de ramener les bouteilles jusqu'à Lausanne pour les remplir? Écologiquement, ça vaut la peine. Alors, ils ont fait une étude très sérieuse d'analyse de cycle de vie, arrivé à la conclusion que jusqu'à 1400 km, ça valait la peine de ramener les bouteilles à Lausanne pour les laver et les remplir. Dans le cadre de ce travail, bien sûr, ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait avoir un fournisseur de verre proche. Alors, ils ont conclu avec Vetropack sur la côte. Et puis, aujourd'hui, les bouteilles, il y en a deux types. Une pour les circuits avec consigne et une plus légère, qui est du verre perdu, pour les supermarchés. Dans la foulée, ils ont aussi optimisé leur emballage, ce qui a permis de se passer de colle. C'est simplement en pliant le carton correctement qu'on n'a plus besoin de colle et ils font des économies de colle, qui évidemment est une substance chimique pas particulièrement bonne pour la planète. Donc voilà un exemple d'éco-conception, les bouteilles de Dr Gabs. J'en arrive à l'économie circulaire par les entreprises. C'était le titre « Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous ?» vous, les patrons des entreprises. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez, on l'a vu, réduire l'impact de vos produits et de vos services par l'éco-conception et aussi le service après-vente. Important, ça. Si vous avez un bon service après-vente, évidemment que vous allez pouvoir réduire assez facilement, on le comprend, les impacts sur l'environnement. Viser la circularité, l'économie circulaire, on l'a vu, et puis réduire l'impact de votre propre fonctionnement. Donc, vos bureaux, votre usine, votre atelier, vous pouvez réduire son impact de différentes façons, en travaillant sur l'éclairage et la consommation électrique des appareils, en réfléchissant à votre politique digitale. Là, il y a quelques pistes intéressantes. Suivant comme vous concevez votre site Internet, vous serez plus ou moins gourmand en énergie.
Vous pouvez réduire considérablement vos emails et notamment former votre personnel, éviter les copies inutiles. Souvent, on répond à tout le monde alors que ce n'est pas nécessaire. Chacun de ces emails est un petit peu d'énergie qui est dépensée quelque part. Toute la question de l'archivage, individuel ou collectif. Si chacun archive les mêmes documents 10 fois, 15 fois, 20 fois dans la même entreprise, ça prend beaucoup d'énergie parce que l'archivage de plus en plus se fait sur des serveurs. Il n'y a pas de miracle, les serveurs, ça utilise de l'énergie. Vous pouvez aussi réduire ce que vous archivez. Est-ce qu'on est obligé d'archiver tous les mails, même les plus insignifiants? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est toute une formation à l'interne de votre entreprise. Vous pouvez choisir votre prestataire. Il y a des prestataires plus ou moins écologiques pour y mettre vos documents qui offrent des serveurs à choix. Et puis finalement, on peut réfléchir à l'usage qu'on fait des réseaux sociaux. Si toute la journée, on est en train de bombarder les réseaux sociaux, eh bien, c'est chaque fois des serveurs qui sont de plus en plus remplis avec des choses dont on peut parfois se poser la question de l'importance. Réduire les déchets et le recyclage, grand champ d'investigation pour chacun. Utilisation de produits recyclés, notamment le papier. Je vais faire un peu court parce que le temps avance. Je pourrais donner chaque fois évidemment beaucoup d'exemples. Votre politique d'achat, choix des fournisseurs. Vous pouvez choisir des fournisseurs qui offrent des garanties écologiques, utiliser les écolabels, comme on l'a vu précédemment, acheter le service plutôt que le produit. Toute la réflexion autour de votre mobilité, de votre transport. Aujourd'hui, on voit qu'on a appris grâce au Covid, la visioconférence, elle s'est généralisée, ça évite bien des transports. Avec quel véhicule on va se mouvoir? Les transports publics, qu'est-ce qu'on offre comme prestation à son personnel? Est-ce qu'on offre une place de parc ou un abonnement de transport public, etc., etc. Isolation du bâtiment et du chauffage pour ceux qui sont maîtres de leur bâtiment. Toute la question des placements financiers pour ceux qui ont des fortunes et suivant les professions. Et puis, le choix de la caisse de pension, parce que là aussi, il y a des prestataires des caisses de pension qui sont plus ou moins écologiques. Et finalement, le nettoyage et l'entretien. Dans tous ces domaines-là, vous pouvez réfléchir dans votre entreprise à être de plus en plus respectueux de l'environnement. Vous n'êtes pas tout seul. C'est ce que je voulais aussi vous passer comme message ce soir. Et le canton s'investit énormément au niveau des programmes qu'il lance. Le Conseil d'État a expliqué le 2 juin avec son plan climat qu'il avait l'intention d'investir 6 milliards de francs sur 10 ans dans des infrastructures écologiques, en premier lieu les transports. Moi, je m'en très très brièvement vous parler de 3 domaines. Le premier, c'est le domaine de l'énergie, où on a lancé un vaste programme de géothermie. Vous voyez ici le Jura avec les couches géologiques qui descendent tranquillement et qui filent sous le Salève. Eh bien, à chaque fois qu'on descend de 100 mètres de profondeur, on gagne 3 degrés. Ça fait qu'à 3-4 000 mètres, on a de l'eau très très largement suffisamment chaude pour alimenter des quartiers entiers. Donc, on mise beaucoup sur la géothermie pour nos besoins en chaleur renouvelable à l'avenir. Une autre, ça c'est le forage exploratoire de l'UDIT, donc pour vous dire qu'on s'est vraiment mis au boulot et je crois qu'assez prochainement, on aura des forages en exploitation. Un autre domaine est l'hydrothermie. Vous avez le principe, on pompe l'eau du lac à une température constante qui est de l'ordre de 4-5 degrés et on la pompe dans les bâtiments pour tenir lieu de climatisation en été. Et ça coûte juste l'énergie de la pompe. Ensuite, l'eau est renvoyée au lac. Et puis en hiver, on met une pompe à chaleur et avec la même eau de température constante, on va chauffer les bâtiments. Ce grand chantier est en cours au bord du lac au Vengeron, c'est le chantier de Génilac, qui, selon ce principe, va alimenter tout le centre-ville et toute la zone de l'aéroport et nombreux buildings qui sont là-bas, dont notamment l'aéroport lui-même. Voilà, donc ça c'est par exemple pour l'énergie. Les réseaux thermiques des SIG, tous ces énergies renouvelables, l'idée c'est de les faire glisser dans des réseaux, et puis qu'ensuite, quand on a besoin de remplacer son chauffage au mazout, eh bien on peut se plugger sur un réseau d'énergie renouvelable. Donc tous ces grands travaux sont en plein développement à Genève et vont, je pense, aider tout le monde à réduire son empreinte en matière de chauffage et d'eau chaude. Un autre domaine sur lequel je veux attirer votre attention, sur lequel on travaille depuis 20 ans, c'est la biodiversité. On aura bientôt renaturé à peu près tous les cours d'eau. Et en renaturant les cours d'eau, eh bien, on donne la possibilité à la nature de se déployer, aux animaux et aux plantes de passer d'un réservoir à l'autre et ainsi d'assurer
une bonne reproduction des différentes espèces. Ici, vous avez le chantier de l'air. Un troisième domaine, c'est les déchets. On a beaucoup travaillé sur les déchets. On n'y pense jamais, mais on a d'énormes quantités de déchets qui sont produites chaque année à Genève. La principale partie, évidemment, ce sont les matériaux d'excavation non pollués, puisqu'on a ici 3,5 millions de tonnes de déblais qu'on extrait de nos chantiers chaque année, 1 million de tonnes d'autres déchets de chantier, notamment les déchets de démolition, puis ici les déchets banals, déchets urbains, déchets industriels qu'on incinère et qu'on recycle. Ça touche tout le monde, ça touche les citoyens, vous connaissez ce type d'infrastructure, ça touche les déchets des entreprises. On a une association à Genève, l'association des recycleurs de Genève, qui s'occupe de vos déchets. Vous pouvez vous adresser à tout un tas de prestataires qui vont prendre en charge vos déchets, vous fournir des propositions pour mieux gérer vos déchets, mieux les recycler à l'intérieur de l'entreprise, etc. Ça, c'est une installation de tri industriel des déchets industriels et des déchets de chantier. Et puis, je vous ai parlé des déblais. Voici la plus grande installation genevoise de recyclage des déblais. Ça se trouve dans la Zimesa. On voit quand on passe ici des tas de cailloux. Eh bien, c'est un peu ce genre d'activité qui se passe. Alors, c'est très grande échelle. Et si vous allez plus près dans le terrain, vous voyez ce genre de choses, des machines qui cassent les déblais, qui trient les cailloux par taille, qui recyclent de différentes manières, qui refont des matières premières à utiliser sur les chantiers genevois. Voilà, dans tous ces domaines-là, le canton est extrêmement actif. C'était juste pour vous dire qu'on compte sur vous parce que transition écologique est au niveau collectif et individuel. Donc individuel, c'est les chefs d'entreprise, c'est les citoyens, mais au niveau collectif, c'est le canton. Et pour vous dire que le canton fait sa part. Voilà, alors ça c'était par les entreprises. Maintenant, il y a l'économie circulaire pour les entreprises. Quels sont les avantages que vous pouvez avoir à pratiquer l'économie circulaire? D'abord, un intérêt économique. Pourquoi l'intérêt économique? Parce que vous allez avoir très probablement des réductions de coûts énergétiques et de gestion des déchets. Vous allez avoir une amélioration de la productivité. Vous allez avoir des nouveaux marchés. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont très sensibles à la qualité de leurs fournisseurs et puis aux produits qu'ils achètent. Et puis, vous aurez donc un renforcement. Si vous comptez un jour vendre votre entreprise, eh bien, puisqu'elle aura une amélioration de sa productivité, elle vaudra plus et ce sera tout à fait bénéfique pour celui qui veut vendre son entreprise. Des gains aussi en termes d'image et de communication. Vous préservez votre réputation à long terme en investissant dans l'écologie aujourd'hui. Vous fidélisez vos partenaires, vos fournisseurs, votre clientèle, parce qu'encore une fois, ces gens-là sont de plus en plus sensibles. Et donc, ils auront tendance à rester chez vous si vous offrez des prestations qui répondent à leurs attentes. Et puis, c'est aussi un facteur d'identification et de motivation pour le personnel. C'est important d'ailleurs, si vous vous lancez dans ce genre de démarche, de faire participer le personnel, parce que souvent beaucoup d'idées, il sera encore plus motivé ensuite par la suite et fier de son entreprise. Ça, évidemment, c'est tout bon pour votre productivité aussi. Vous aurez donc un avantage concurrentiel. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est une exigence du marché. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer une phrase qui était donnée dans la conférence de presse du Conseil d'État du 2 juin, qui était la suivante: répondre aux défis climatiques, une condition de survie du tissu économique et des emplois qui en dépendent. Ce n'est pas moi qui le dis, ça, c'est le Conseil d'État de Genève le 2 juin. Je pense qu'on peut très largement, vous l'aurez compris, étendre la notion de défi climatique à la notion de transition écologique. J'espère vous avoir convaincu que répondre au défi de la transition écologique est effectivement une condition de survie du tissu économique, donc de survie de nos entreprises et de bonne marche de notre société en général. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous dire encore que je vais vous mettre toute une série de liens utiles. Encore une fois, je les transmettrai à Bruno. Le document dont je vous parlais, Réussir la transition écologique, qui explique ce que c'est un peu plus en détail que je n'ai pu le faire ce soir. Un guide mis à disposition par le service du développement durable, PME et développement durable. Il date un peu, mais les concepts qui sont dedans sont tout à fait d'actualité. Vous pouvez vous y référer. Il a aussi fait un guide des achats professionnels responsables. Et puis, vous avez ici
le plan climat cantonal, donc, qui vient d'être présenté le 2 juin, pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Le site énergie.ch, c'est le site de l'Office cantonal de l'énergie sur lequel vous trouvez tous les trucs, tous les instruments qui sont mis à votre disposition pour vous améliorer sur le plan énergétique, aussi toutes les subventions auxquelles vous avez droit. Si vous cherchez, tout est sur ce site énergie.ch, genergie.ch. Il y a aussi un dossier sur la transition énergétique à Genève qui va un peu plus dans la théorie. Ça, c'est le site des recycleurs dont je vous parlais, les recycleurs de Genève. SIG, n'oublions pas le programme Eco21. SIG est une entreprise formidable qui, pour les entreprises et les entrepreneurs, met à disposition des collaborateurs. Il n'y a qu'à faire appel. Ils viennent chez vous, ils regardent avec vous quel est votre type d'affaires, quelle est votre situation, et ils vous proposent toute une série de choses. C'est très souvent gratuit et ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à ce programme Eco21. Génie.ch, j'en ai parlé précédemment, c'est le site de l'écologie industrielle. Sur génie.ch, il y a une partie dédiée à l'éco-conception, pour ceux qui veulent aller plus loin. Aussi un site ici français que j'ai trouvé qui explique très bien ce que c'est l'éco-conception, à quoi il faut faire attention. Finalement, Zibay Eco-Parc, ça c'est une visite de la Zibay que nous proposons principalement en classe, mais qui peut aussi être visitée par des groupes, où on va aller voir concrètement l'écologie industrielle sur le terrain dans les entreprises industrielles. Encore 3 événements auxquels je vous rends attentif parce qu'ils ont lieu ce mois. La fabrique circulaire, ça a été lancé par une entreprise genevoise, c'est soutenu par la Fondation Migros. Et dans le cadre de la fabrique circulaire, 20 entreprises genevoises de tout type vont être prises en main, pour autant qu'elles aient envie de complètement revoir leur modèle d'affaires. Pour cela, pour marquer leur envie, elles vont devoir investir 5 000 francs et ensuite tout le reste va être pris en charge. Et à la fin de l'exercice, vous aurez la possibilité d'avoir complètement revu vos affaires et fait d'énormes progrès sur le plan environnemental. Vous en serez très content. Alors, s'il y a plus que 20 candidats, il y aura une sélection. Dans tous les cas, allez-y vite parce qu'à la fin du mois, on ferme la porte et puis après, on fait la sélection et on démarre en septembre. Ici, un événement qui est proposé par la Direction générale du développement économique, la recherche et l'innovation, qui aura lieu à Verrier. Ce mois, vous verrez, je ne sais plus exactement la date exacte, où il y a de nouveau toute une série de partages d'expériences, de conférenciers, et puis toutes les ressources, les services ressources, les organismes ressources auxquels vous pourrez vous adresser seront présentés, les gens seront là, c'est aussi l'occasion de réseauter, il devrait théoriquement y avoir une centaine de participants. Et puis, un atelier génie.ch sur l'efficience industrielle qui sera organisé à l'OPI, sauf erreur, le 2 juillet. Voilà, donc allez voir, très très intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin. Pour ma part, pour conclure, un petit clin d'œil pour les amateurs de bande dessinée. Ceci est la page de garde d'un volume de Franquin, Les idées noires, qui a, je m'en suis rendu compte en vérifiant aujourd'hui, très exactement 40 ans d'âge. Vous voyez la terre qui explose, hein, ici un immeuble, encore sur un bout de terre, et puis ce vieux couple sur son balcon qui se demande ce qui se passe. Alors j'agrandis. Le petit papy dit à la petite mamie, t'en fais pas ma plotte, je suis là. Oui, on respire un peu moins facilement que tout à l'heure, mais ils vont certainement organiser quelque chose. Écoute, à chaque jour suffit sa peine, et puis il commence à faire frais. Nous allons rentrer la nuit de porte-conseil. Et c'est ce que j'aime énormément dans ce dessin, c'est ils vont certainement organiser quelque chose. Je pense que vous avez compris durant cette conférence que il n'existe pas. Il, c'est nous. Et c'est à nous de nous prendre en main, que ce soit sur le plan individuel, collectif, chef d'entreprise, employé d'une entreprise, fonctionnaire comme moi, etc., etc., membre d'un gouvernement. Le « il », c'est tous ces gens-là. C'est vraiment tous ensemble qu'on doit faire une démarche collective pour résoudre le problème qui nous prend au nez. Encore une fois, et c'est mon dernier mot, pas trop tard, mais il faut qu'on se dépêche. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et j'arrête le partage. Tout d'abord, merci infiniment pour ce que tu as présenté. C'était hyper intéressant, Daniel. Vraiment, ça nous a certainement boosté pour la suite. On s'excuse pour ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai compris un peu tard qu'on pouvait réactiver la salle d'attente et c'est ce que j'ai fait maintenant. Donc, cette personne malfaisante ne pourra plus entrer dans la conférence à nouveau.
Donc, Romain voulait faire une photo, je crois, puis après, on peut passer aux questions et réponses. Voilà, donc je fais rapidement un screenshot. Désolé encore pour le hacker. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de malfaisant ou pas, mais bon, c'est pas grave. Ou c'est peut-être simplement un robot, hein. C'est pas forcément un ennemi du club. Donc voilà, je fais rapidement un screenshot. Donc si vous voulez apparaître, vous pouvez allumer votre caméra. Sinon, vous pouvez la désactiver. Ça fait un souvenir. Et la prochaine fois, ce sera des photos en vrai. C'est la dernière fois qu'on fait un événement sur Zoom. Donc voilà, donc c'est parti. Attention, sourire. Voilà, parfait. Merci beaucoup à tous. Et donc, nous attendons maintenant pour les questions. Moi, j'ai une question. Tu as parlé de voitures électriques. Tu as dit que ça produisait à peu près la moitié de CO2 sur un cycle de vie entier d'une voiture, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu as considéré dans le bilan aussi le recyclage de la batterie, je pense? Oui, bien sûr. Là, vraiment, la durée de vie entière, depuis sa conception, sa fabrication, jusqu'au recyclage. Tout à fait. À propos des batteries, c'était un sacré problème de trouver des solutions pour les recycler. Ça fait que quelques années qu'on a fait des gros progrès. Et maintenant, on peut recycler les batteries au lithium. Mais c'était un gros challenge sur le plan technologique. C'est pour ça que je pense que le progrès technologique a encore beaucoup, beaucoup à faire et ça sera fait, incontestablement. Mais je redis, ça ne suffira pas et ça risque d'arriver trop tard aussi. En tout cas, le développement technologique se poursuit et c'est plutôt une bonne chose. Pour autant, qu'il n'y ait pas un effet rebond. Si j'ai une voiture qui consomme moins, il ne faut pas que j'aie tendance à rouler plus, parce que ça va annuler le fait que j'aurais acheté une voiture qui consomme moins, vous voyez. Et ça, cet effet rebond, on le constate souvent avec le progrès technologique. Une autre question après, il y a plein d'autres qui auront des questions également. C'est un voyage en avion. On remplit en avion, on a bonne conscience, on se dit là, l'avion est plein. Donc de toute façon, on ne consomme pas très énormément par tête. Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu peux faire des comparaisons entre un voyage en voiture, en train, en avion, même si l'avion est plein? Alors ça dépend tout, ça dépend de la distance, ça dépend du nombre de personnes dans la voiture. Bien sûr. Et puis si l'avion est plein, au bout d'un moment, ils en mettent un deuxième. Parce que le nombre d'avions répond à la demande. Ça a toujours été le grand discours de l'aéroport de Genève en disant mais nous, on n'est pas responsable du nombre d'avions qui décollent à Genève, on ne fait que suivre la demande. Et effectivement, les lignes aériennes s'adaptent à la demande. Donc, plus les gens ont envie de voyager, plus il y a des avions. Et la question se pose, voiture ou avion, suivant les cas, je n'ai pas un chiffre comme ça en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que suivant les cas, mieux en voiture, suivant les cas, mieux en avion. Dans tous les cas, mieux en train. Évidemment, toutes les villes ne sont pas accessibles en train. On aurait pu, si la loi CO2 avait été acceptée, on aurait boosté les trains de nuit. Là, ça va être un peu plus compliqué, ça va prendre un peu plus de temps. Mais à l'époque, on avait des trains de nuit. Et puis, on peut aussi se poser la question, faut-il voyager toujours pour un oui, pour un non? Faut-il avoir découvert tous les pays du monde pour être heureux? C'est le type de question que je posais précédemment en termes de réflexion fondamentale sur qu'est-ce qui me rend heureux. Est-ce que c'est de voyager régulièrement ou est-ce que c'est de cultiver mes carottes dans mon jardin? Vous voyez, et ça, c'est des réponses qui sont individuelles, bien sûr. Je ne porte pas de jugement, je pose juste ces questions. Bon, juste pour finir, puisqu'on était sur le thème des trains, ok, mais ça dépend d'où vient l'électricité. On est d'accord. Ah, tout Si à elle fait. vient d'une usine à charbon, je ne sais pas où, le bilan, il est nul. Hein. Tout à fait. Alors, c'est clair que l'électricité, si elle n'est pas renouvelable, le bilan est nul. Alors, en Suisse, elle est très largement renouvelable. À Genève, elle est 100% renouvelable, en tout cas sur le papier, puisque les SIG achètent des certificats d'origine de leur électricité qui est renouvelable. Après, c'est clair qu'il y a des électrons qui peuvent venir du budget à côté de l'usine nucléaire du coin. Oui. C'est tout à fait possible, ça. Mais on achète du renouvelable et c'est pas vendu deux fois. Donc, si vous, par hypothèse, vous prenez du Vital Vert, il ne sera pas vendu le même à un autre.
Donc, vous aurez Nous, contribué. on n'a pas assez d'électricité à Genève pour couvrir tous les besoins. Donc, on importe et On a des parts dans des en barrages hiver. valaisans, on a des parts dans des barrages valaisans, on a des parts dans des barrages allemands sur le Rhin. Donc, encore une fois, ces parts ne sont pas vendues à d'autres. Les certificats ne sont pas vendus à d'autres. Donc, si nous, on les achète et que les autres en veulent aussi, eh bien, il va falloir produire plus d'énergie renouvelable. C'est ce qu'on fait avec la Vitalvert, parce que la Vitalvert, elle investit à Genève dans des installations qui produisent du courant renouvelable, typiquement du solaire. Il y a eu beaucoup de centrales solaires, ça n'est loin pas terminé, qui ont été installées à Genève, sur le toit du stade, sur le toit de Palexpo, etc., etc. Et ça, c'est grâce au Vitalvert que les uns et les autres sont d'accord d'acheter, qui est un peu plus cher que le Vital Bleu, qui est le principe, la solution de base qui est proposée à tout le monde. Bonsoir Daniel. Bonsoir Tu Gabriel. m'entends? Oui, Merci pour cette belle présentation. C'était très intéressant. J'ai une question un petit peu globale. Cette transition écologique, elle est en route, elle est en cours. On n'en parle pas seulement depuis aujourd'hui, on est d'accord. Est-ce qu'il n'y a aucun effet positif? Est-ce qu'il n'y a aucun adoucissement ou cette courbe qui va vers l'enfer, si on veut, ou cette évolution, est-ce qu'elle n'est pas du tout, jusqu'à maintenant, pas du tout ralentie je ne sais pas si tu as compris ma question. Alors, oui, tout à fait. Je veux dire, on fait depuis longtemps quelque chose pour le climat, pour être plus précis, mais on n'entend jamais un point positif là, ou jamais, en tout cas peu. Un peu, voilà, c'est toute la question, un peu. Alors, si vous lisez la brochure sur la transition écologique, on a répertorié tout de même toute une série d'évolutions positives à Genève. D'accord ? Dans certains domaines, pas tous, il y a une évolution positive. Par exemple, le recyclage des déchets, on est passé quand même à 50% de recyclage, ce qui est pas mal. Je parle des ordures ménagères ici. Alors ça, c'est un domaine où on évolue dans le bon sens. Ce n'est pas forcément le cas partout dans le monde, mais dans beaucoup de pays, on recycle de plus en plus. Premier point. On a vu aussi que nos émissions totales de gaz à effet de serre, c'est le graphique que je montrais, elles ont légèrement diminué à Genève. C'est vrai que les politiques publiques développées font beaucoup d'efforts et les pouvoirs publics font beaucoup d'efforts dans des programmes environnementaux depuis des dizaines d'années maintenant, mais tout est basé jusque-là beaucoup sur la bonne volonté des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle des politiques gradualistes. On en a beaucoup parlé dans le cadre de la votation sur la loi CO2. Les gens disent oui, mais non, des taxes, c'est pas bien, des obligations, des interdictions, c'est pas bien, il faut compter sur la responsabilité individuelle. Moi, j'aime beaucoup ce discours. Un détail près, c'est que ça fait maintenant 30 ou 40 ans qu'on compte sur la responsabilité individuelle. Puis le résultat, vous l'avez vu, la courbe des émissions de CO2 de Genève, elle n'a pas franchement diminué, un petit peu. On a stabilisé, on a légèrement diminué les émissions de CO2. Puis en même temps, on consomme de plus en plus des produits qui viennent d'ailleurs et donc les émissions sont de l'autre côté. Vous voyez que dire? Oui, il y a des progrès, mais ils sont malheureusement un peu modestes. Aujourd'hui, on a été mis en œuvre des politiques gradualistes. Il faudrait faire maintenant un saut quantique, mettre des politiques qui sont plus dures. Évidemment, ça, en démocratie, c'est difficile parce que les gens n'en veulent pas. Hein. C'est toute la question. Fondamentalement, je sais qu'il y a un problème. Je pense qu'il faut qu'on le résolve. Mais moi, à titre individuel, dans le fond, mes habitudes... Et puis, il y a aussi tout un tas de freins qui nous empêchent d'aller dans cette direction à titre individuel. Par exemple, on se dit, oui, mais les effets sur l'environnement sont éloignés. Hein. La pollution autour des mines d'or en Amérique du Sud, oh, ma foi, ils s'arrangent sur place, ce n'est pas mon problème. On voit que les problèmes environnementaux arrivent chez nous maintenant. Donc, ce n'est pas totalement vrai, mais enfin, c'est un grand frein, c'est ailleurs. Il y a aussi toute la question en matière climatique. Oui, mais ce n'est pas pour demain. On a vu 2090 à Lecce. On dirait, bon, on aura la température de Lecce en 2090, ça va, moi je serai mort d'ici là. Toi peut-être aussi. On pourra encore vivre avec, il n'y a pas de souci. C'est loin dans le temps. Or, on a l'habitude de plus en plus de réagir à l'immédiateté. C'est immédiat, voilà.
Quand il y a un attentat en France, le lendemain, le président nous sort un projet de loi pour dire voilà, on va résoudre ce problème au niveau national. Ils n'ont pas réfléchi une seconde, mais il faut réagir immédiatement. Et évidemment, en matière de climatique et biodiversité, de diminution des ressources, bah, c'est du long terme. Et ça ne percute pas dans nos cerveaux qui sont programmés pour le court terme. Après, il y a l'éternel problème qu'on a largement entendu dans la votation. Oui, mais si nous, on fait un effort, ça ne sert à rien. On est 1 pour 1000 des émissions mondiales, ce qui est parfaitement exact, la Suisse. Mais alors voilà, donc ça ne sert à rien qu'on fasse, donc on ne fait pas. Et puis, le dernier frein, c'est oui, mais moi, si je suis le seul à Genève à rouler en vélo, puis que les autres continuent en voiture, ça ne sert à rien. Donc, je prends ma voiture aussi. Et c'est tous ces mécanismes psychologiques qui agissent dans nos cerveaux qui font que, oui, on fait des progrès, on s'est beaucoup donné de la peine, mais les progrès sont lents par rapport à la rapidité avec laquelle les conditions se dégradent. Et de cette façon-là, ça ne va pas la faire. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant, on doit vraiment faire un virage rapide, puissant, sans plus trop tergiverser, quoi. Je peux rajouter juste un petit truc. Après, Maxime, je te donne la parole si tu avais une question à poser. Mais juste par rapport à cette question, moi, il y a un problème, je crois, qui est plutôt positif. C'est le protocole de Montréal et qui était en particulier sur la couche d'ozone. Dans les années 50, il y avait des produits qu'on utilisait surtout pour les lacs à cheveux, qui était un gaz qui s'appelait le CFC et qui détruit l'ozone et qui a créé un énorme trou dans la couche d'ozone. On a beaucoup entendu parler du trou dans la couche d'ozone. Et ça, le protocole de Montréal a réussi à complètement bannir ce gaz, le CFC, qui est un gaz très spécifique, de tous les produits qu'on utilise. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un progrès. Et d'ailleurs, on pense que, d'après ce que j'ai lu, la couche d'ozone, le trou dans la couche d'ozone sera complètement résorbé à l'horizon 2050. Donc ça, c'est positif, en particulier pour les rayons UV. Voilà, je veux juste ajouter Tout à ça. fait exact. Ça, c'est un domaine où ça a marché au niveau mondial. On a réussi à se mettre d'accord, on a banni ces produits et on voit la couche d'ozone qui se reforme tranquillement. C'est juste, merci. Oui, il faut peut-être aussi donner de temps en temps des tels exemples pour encourager encore plus les gens. Oui, tout à fait. Ben, j'avais un slide, puis finalement, j'ai renoncé à le mettre. J'aurais peut-être dû le mettre. Je pose encore une deuxième question, je ne sais Oui. pas. Justement, tu as donné beaucoup de pistes pour les entreprises. On est un petit peu découragé parce qu'on a l'impression qu'on fait tout faux actuellement. Mais si on veut améliorer quelque chose, individuel, mais individuel au niveau entreprise, est-ce qu'il y a un soutien? Tu as donné pas mal de sites, guides et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des professionnels qui peuvent soutenir, conseiller des entreprises à la création ou eux-mêmes aussi en cours? Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de bureaux d'études qui sont spécialisés dans ces domaines et qui peuvent donner des très précieux conseils. Il y a beaucoup d'organismes étatiques ou para-étatiques qui sont prêts à aider les entrepreneurs. Il y a les SIG qui font énormément, et pas seulement aujourd'hui dans l'énergie, mais aussi dans l'économie circulaire, la gestion des déchets, toute la question de la circularité. Et quand je parle du programme Eco21, eh bien, ça touche à la fois l'énergie et la circularité. Et donc là, vraiment, il faut y aller, il faut profiter, faire appel à eux. C'est gratuit, le service est offert et on est pris en main. Il y a cette fabrique circulaire qui coûte un petit peu, mais qui va, je pense, amener énormément, etc. etc. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de possibilités d'être aidé, d'être conseillé. Ça ne coûte pas forcément cher. D'accord. Peut-être sur ce sujet de l'aide, moi je trouve, en tout cas, merci Daniel de cette présentation. Je pense que c'est très intéressant. On voit qu'on va dans le mur, ça. Je pense que c'est un peu le message de soir qui ressort. Mais pour être peut-être de l'angle peut-être plus positif, si je peux, je pense qu'en fait, vous auriez besoin plus d'aide au niveau des entreprises et des jeunes. Vous avez mentionné l'éducation. Est-ce que vous travaillez avec… là, je vais peut-être défendre les jeunes de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a une conscience, probablement au niveau des jeunes, qui est en train d'aller dans le bon sens, je pense, pour la plupart des jeunes.
Et est-ce que il n'y a pas une collaboration avec le département de l'éducation ou de sorte qu'en fait ce sujet, ça serait presque un sujet de civisme en fait. Et finalement, si on apprend à nos jeunes les bonnes pratiques dès le plus jeune âge, même on pourrait presque mettre ça dans les crèches presque, hein, avec des choses qui sont très simples comme le plastique, qu'est-ce qu'on explique, etc. Et il y a plein de choses autour qu'on pourrait faire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est actuellement exploité? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez exploiter ou vous souhaiteriez exploiter? Et si oui, comment? Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, on a des programmes à Genève, mais en toute la Suisse romande d'ailleurs, avec les écoles. Par exemple, ça fait 20 ans maintenant que le canton paye 400 000 francs par année pour des cours ou en tout cas des interventions qui durent une demi-journée sur la gestion des déchets dans les classes primaires, dans les classes secondaires. Ça, on le fait très, très, très régulièrement depuis les tout petits. Alors, il y a différentes fonctions des âges. Toutes les classes n'y ont pas droit chaque année parce qu'avec 400 000 francs, on ne fait pas le tour. Mais une fois ou l'autre, dans sa scolarité, on finit par avoir une demi-journée sur la gestion des déchets. Il y a des programmes similaires au niveau de l'énergie, au niveau de la nature. Donc ça se fait déjà. Alors, c'est un petit quelque chose. Maintenant, quand le Conseil d'État incorpore a fait sa conférence de presse sur le plan climat, il y avait aussi le DIP. Et madame, comment elle s'appelle, aidez-moi, Madame Torasanta a expliqué que le DIP allait se pencher beaucoup plus sur cette question du climat, de l'environnement, de la transition écologique, etc. etc. Ça, c'est deuxième chose. Alors, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, ils ont l'intention. Troisième point, nous travaillons sur des formations. Alors, ça commence, hein, on a lancé un projet maintenant pour, un peu dans tous les métiers, mettre ces métiers au courant des nouvelles pratiques. Parce qu'évidemment, si vous prenez par exemple un chauffagiste, ben, il savait poser une chaudière au mazout, mais maintenant il faudra qu'il sache poser une pompe à chaleur. C'est une légère différence dans le métier. Un garagiste qui est féru de mécanique sur les moteurs thermiques, il va falloir qu'il passe au moteur électrique, c'est légèrement différent, etc., etc. Un cuisinier qui sait cuisiner un plat en principe équilibré avec des protéines, donc de la viande ou du poisson, on ne va plus pouvoir continuer à manger de la viande et du poisson à chaque repas, parce que c'est un énorme impact sur l'environnement. Donc le cuisinier, il faut qu'il se recycle un peu sur des repas végétariens qui sont autre chose que des légumes à l'eau et des pommes de terre, mais quelque chose d'un peu plus intéressant pour que ça donne envie aux gens de les manger, puis de les commander dans leur assiette, etc. etc. Dans tous les domaines, il y a des reconversions qui doivent se faire avec de la formation initiale qui tient compte de l'avenir, et puis une reconversion, formation continue pour ceux qui sont déjà dans la profession. Là, on a lancé un grand programme sur ce sujet. Alors, les fruits ne sont pas encore là, mais voilà, ça commence. Comment il s'appelle ce programme? Alors, il n'y a pas encore de nom. Pas encore de nom. Non, pour l'instant, c'est interne. D'accord. On commence à prendre des pistes, à voir les possibilités de financement, quels sont les partenaires, les branches économiques en premier lieu, etc. etc. Voilà. Donc oui, tout c'est, si vous voulez, on a diagnostiqué le problème. Il est en partie déjà travaillé et on va évidemment maintenant, il faut booster, c'est clair. Ok, merci. Bonjour Daniel, je peux dire quelques... Ouais. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est un sujet qui me passionne depuis quelques années. D'ailleurs, mon dernier bouquin que je viens de recevoir, vous connaissez peut-être, Les petits pas ne suffisent pas. Non, non, je ne connais pas celui-là. Mais je pense que ça va être... Alors, je n'ai pas commencé à le lire, mais je pense que c'est en plein dans le sujet. Sûrement, oui. Moi, ça m'a fait penser, quand tu as présenté les courbes, là, ça m'a fait penser à une présentation que j'ai suivie il y a quelques mois en arrière par quelqu'un assez connu qui s'appelle Jan Kovici. Je pense que tu connais. Oui. Et lui, en fait, ce qu'il dit d'après les analyses qu'il a fait, c'est que la croissance, elle est liée à la consommation d'énergie, en fait. Oui, tout à fait. Il a pu prouver que par A plus B, que c'est le cas.
et puis que du fait que le coût, essentiellement le pétrole et le charbon d'ailleurs, et du fait que le coût du pétrole et du charbon n'arrête pas d'augmenter, lui dit déjà qu'on constate déjà un signe de décroissance du fait que justement les coûts de l'énergie sont de plus en plus élevés. Donc je pense, peut-être pour répondre, pour donner une réponse aussi à Gabriel, c'est peut-être aussi à quelque part, l'énergie va peut-être coûter tellement cher que finalement, automatiquement, on va rentrer dans une période de décroissance. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça reste à voir parce que c'est possible, hein. Je n'exclus pas du tout. Sauf que avant qu'il n'y ait plus assez de pétrole et que les prix montent au point qu'on en sorte, eh bien, on aura émis trop de carbone dans l'atmosphère et on aura explosé le degré et demi, qui est notre limite infranchissable. C'est ça le vrai problème. C'est que fondamentalement, il a raison. Un jour ou l'autre, il n'y aura plus de pétrole, donc les prix deviendront astronomiques, donc forcément on trouvera autre chose, mais ce sera trop tard. Par rapport à la limite des 1,5, on sera sur une trajectoire de 2, 3, 4 degrés, et ça c'est pas bon, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on agisse avant qu'il n'y ait plus de pétrole et qu'on reconvertisse nos chauffages au mazout en autre chose, nos voitures ou à l'essence en autre chose, avant qu'il n'y ait plus de pétrole. C'est pour ça que si j'avais un conseil à vous donner, n'investissez pas trop dans les majors du pétrole ces temps, parce qu'à mon avis, ils auront assez vite du plomb dans l'aile. Sauf s'ils se reconvertissent. Ils commencent à le faire, hein. Ils commencent à se rendre compte qu'ils auraient intérêt à arrêter de prospecter et puis à se tourner vers les énergies renouvelables. C'est plutôt positif, ça. Moi, je pense qu'on se souvient tous, moi je me souviens très bien dans les années 70-80, on nous annonçait déjà la fin du pétrole et du charbon qu'il n'y en aurait bientôt plus. Ouais. Puis finalement, il y en a toujours. Bon, ça coûte toujours plus cher, c'est toujours plus polluant à faire l'extraction et tout, mais il y a bien un moment où ça sera trop cher. Voilà, quelque part, ça va dans le bon sens. Merci, Daniel. En prie. Mais juste sur une question justement d'approvisionnement, souvent quand on regarde l'image de justement la source d'énergie, c'est là où effectivement est le nerf du problème. On remarque qu'en Europe, il y a quand même beaucoup de mines au charbon et beaucoup de vieilles centrales nucléaires qui sont en gros en fin de vie, on va dire. Et alors là, la question qui peut se poser, au-delà des énergies renouvelables, qui sont le soleil, qui sont le vent, qui sont l'hydroélectrique, est-ce que vous pensez que parfois du bon nucléaire, c'est-à-dire de la technologie, c'est-à-dire du nucléaire clean avec un cycle de recyclage derrière qui est bien maîtrisé, quel est votre avis de professionnel là-dessus sur le nucléaire? Est-ce que ça peut vraiment, puisqu'il y a quand même une centrale et ça nourrit quand même beaucoup de foyers, quel est votre point de vue là-dessus? Moi, à titre personnel, je suis assez partagé sur cette affaire. Effectivement, dans une idée d'immédiateté, l'énergie nucléaire permet d'économiser beaucoup d'émissions de CO2, ce dont on a besoin pour fabriquer notre énergie. Il faut quand même faire attention au fait qu'une catastrophe nucléaire peut être à l'origine d'une grande dévastation à l'échelle d'un territoire entier. Et donc, il y a un risque énorme qui est causé par ces installations. Alors, moi, je veux bien croire qu'on les maîtrise relativement bien. Il y a quand même eu quelques catastrophes nucléaires dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a jamais été très bon. Donc, oui, bien sûr, à court terme, ça peut être une solution. Mais alors, quel est le risque qu'on prend? Et puis, on n'a toujours pas résolu la question des déchets nucléaires, hein. On a la meilleure connaissance. Toujours pas. Ça fait au moins 20 ou 30 ans que la Suisse essaie d'organiser un site pour enfouir ses déchets nucléaires. Il n'est toujours pas là, le site. Pour l'instant, on stocke les déchets à Wurmlingen en attendant des jours meilleurs. Donc oui, et puis la radioactivité, elle va empoisonner nos descendants pour des millénaires. Ils devront gérer. Donc voilà, je suis très partagé. Si on tient compte que du climat, ben oui, allons-y. Mais si on prend le risque, ça refroidit assez vite. De surcroît, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire, ça doit être genre 2% de l'énergie utilisée sur ce globe, hein. Donc, pour massivement produire notre énergie avec du nucléaire, il faudrait construire un nombre incalculable de centrales nucléaires aux quatre coins du monde, dans des pays plus ou moins aptes à les gérer convenablement. Enfin, vous voyez.
Moi, c'est juste un point. Donc, quand on voit l'évolution de la société, on pourrait se dire, oui, c'est pas très réjouissant. Si on prend par exemple Netflix, tout le monde est sur Netflix, regarde des films sans s'arrêter. Donc, ça, c'est déjà un point. Donc, plutôt que de faire ça, il vaudrait mieux aller au cinéma, oui ou non. Le fait de rester à la maison, de regarder Netflix, ben, ça nous permet d'économiser en termes de déplacement. Il y a l'autre aspect, c'est l'évolution de la société dans le sens d'Amazon, Jeff Bezos. Donc, on pourrait se dire c'est complètement fou, chacun se fait livrer des choses à la maison et c'est un désastre pour l'environnement. Mais en réalité, la logistique est tellement perfectionnée que peut-être c'est mieux que d'aller chacun au magasin, puis d'aller chercher dans 3 magasins différents des articles dont on a besoin. Donc, je sais pas quel est ta vue là-dessus. J'aime beaucoup ton intervention parce qu'elle montre toute la complexité de ces questions. Rien n'est simple. C'est jamais blanc ou noir, les réponses aux problématiques environnementales. Ça n'existe pas du blanc ou du noir. C'est toujours du gris. Alors, c'est du gris plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Et puis voilà, c'est bon pour une partie des aspects environnementaux, c'est mauvais pour l'autre, et inversement. Les voitures électriques, ok, très bien, on n'a plus besoin de pétrole, très bien, mais par contre, ça consomme beaucoup de métaux rares. Les métaux rares ne sont pas inépuisables non plus. Donc, tu vois, dans le domaine de l'environnement, il n'y a jamais une réponse simple. Et c'est aussi toute la difficulté quand il s'agit de voter sur quelque chose, c'est qu'on peut toujours regarder sous différents angles et on a évidemment des images différentes et puis c'est facile de prétendre n'importe quoi. D'où ces combats stériles de politique qui mènent à rien au final. Faut vraiment être conscient qu'on met les pieds dans quelque chose qui est par nature compliqué et qu'il n'y a jamais de réponse simple. Voilà ma réponse. Il y a encore des questions? Maxime, tu voulais poser une question? Activez le micro. Ouais, il faut que tu actives le micro. Moi, je propose que ce soit une des dernières questions. Pas qu'on fasse jusqu'à 10 heures non plus. Ouais, alors moi, il y en a une qui me tarote. Alors peut-être vous pourrez me dire si ça ne va pas. Hein. Mais c'est dire finalement, quand on regarde les émissions globales sur la planète, on s'aperçoit qu'à un titre individuel, évidemment, on a une consommation, mais là où ça se passe, c'est surtout dans les océans, notamment à travers des bateaux cargo qui sont des vieux diesels et ça consomme extrêmement fort, sauf erreur. Vous me corrigez si je me trompe. Juste. À quel niveau vous voyez, parce qu'on parle toujours du niveau individuel, on oublie un peu ce niveau où en fait, il ne faut pas oublier que ça, c'est 70% de shipping. C'est-à-dire que tout ce qu'on porte sur nous, c'est 70% shippé depuis des pays lointains. Donc la question que je pose, c'est est-ce qu'à un niveau international, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il n'y a rien qui est fait là-dessus? Parce que si finalement ces bateaux, on leur changé leur moteur, est-ce que c'est facile? Comment ça va se passer là-dessus? Ah, ben ça, c'est. Alors, bon, effectivement, s'il y a des bateaux, c'est qu'ils transportent quelque chose. S'ils transportent quelque chose, c'est qu'on les achète quelque part. Hein. Voilà, on revient à notre propre consommation. Ben, s'il y a autant de transport, c'est qu'on a libéralisé le commerce et les frontières. Et ça fait maintenant 30 ans qu'on a fait ça. Et le résultat, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que les produits sont toujours fabriqués là où ils coûtent le moins cher, et le moins cher, c'est ni en Suisse ni en Europe, c'est ailleurs. On est parti dans cette logique au nom du libéralisme économique. On se gargarise au niveau des gouvernements chaque fois qu'on peut conclure un accord de libre-échange avec tel ou tel pays ou groupe de pays. En fait, c'est calamiteux pour la planète. Voilà, c'est la réalité des choses. Donc, après, si je vous parle de barrières douanières, je vais me faire fusiller par ceux qui écouteront la conférence, après coup, parce que moi, je suis un fonctionnaire de la République et canton de Genève, et puis je n'ai pas le droit de penser à ce genre d'énormité, vous voyez. Mais de nouveau, on peut chacun se poser la question. Mais typiquement, l'agriculture, c'est un domaine qui a besoin de barrières douanières. Parce qu'un paysan genevois est le paysan le plus cher du monde. Pourquoi? Parce qu'on a un salaire minimum garanti dans la profession, qui est la plus élevée du monde. On est même plus cher que les autres paysans de Suisse.
et évidemment qu'on est plus cher en Suisse qu'en France. Il est évident aussi qu'en France, ils sont plus chers qu'au sud de l'Espagne. Au sud de l'Espagne, ils sont plus chers qu'au Maroc. Le Maroc est concurrencé par le Nigeria. Et puis le Nigeria, il est assommé par l'industrie agroalimentaire qui lui achète ses terres, qui lui vend des pesticides, qui souvent le déloge avec l'appui des gouvernements locaux, etc., etc. Là, je deviens un peu tiers-mondiste, donc je vais m'arrêter, mais le cas de l'agriculture est flagrant. Flagrant. Un agriculteur est toujours concurrencé par un agriculteur d'un autre pays qui coûte moins cher. Et puis, au final, ils sont tous pieds et poings liés dans l'agro-business. Voilà. Surtout que c'est responsable d'au moins 40%, je crois, de la pollution mondiale des gaz à effet de serre. C'est même encore plus, je crois, que le transport. Non, 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 non. Alors, ce n'est pas 40% du total, mais c'est beaucoup. Ouais. L'alimentation, c'est beaucoup. L'alimentation, c'est 30% de la consommation. Donc, on a vu, par exemple, à Genève, la consommation, c'est un tiers, en gros, de nos émissions. Donc là, c'est encore un tiers, mais c'est beaucoup. Et sur ce tiers qui est représenté par l'alimentation, 80%, c'est des produits carnés. D'où, évidemment, la recette facile, mangeons moins de viande, consommons local. Alors, bien sûr, tout est là. Consommons local. C'est intéressant le débat sur les pesticides. Tout le monde veut manger sainement, personne ne veut en payer le prix. Il faut savoir aussi, c'est que dans le budget moyen d'un ménage suisse aujourd'hui, l'alimentation, c'est 7%. C'est 3 fois rien. Donc, si on devait payer 20% de plus pour avoir une alimentation saine, ça ne met pas beaucoup de monde à genoux. Peut-être certaines familles particulièrement malaisées, c'est possible, mais l'immense majorité des Suisses peut sans autre voir augmenter son budget de nourriture avec des produits sains. Non, Et en réduisant la viande, on diminue le budget, de toute façon. J'allais le dire, tu m'enlèves les mots, j'allais encore dire ça. Effectivement, tu enlèves la moitié de la viande, et puis même en mangeant archi-bio, tu payes encore moins cher. En mangeant des haricots rouges, par exemple, ça coûte beaucoup moins cher. Par exemple. Voilà. Donc, moi, je vous propose de remercier Daniel, parce que sinon, on pourrait continuer jusqu'à 10 heures, puis on ne veut pas abuser de sa générosité. En tout cas, merci infiniment. Je propose qu'on l'applaudisse d'une manière bien nourrie. Et désolé qu'on ne soit pas plus nombreux, je pense que c'est vraiment à cause du match. C'est bien possible. Voilà, faut dire que tu as un peu le match, la finale avant l'heure. Hein. À l'avenir, on nous le dira très prochainement. Je ne sais pas si Romain a encore un mot à dire. Non, Non, bah merci beaucoup pour ce sujet, c'est vraiment très intéressant. Et oui, c'est vraiment quelque chose dont on peut discuter plus, peut-être aussi dans le futur, on peut réfléchir, nous, en tant qu'entrepreneurs et que PME, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau aussi, parce que l'industrie, individuellement, et puis les gouvernements, je crois que on doit tous être actifs dans nos activités. et j'aimerais remercier aussi Daniel d'avoir fait cette conférence d'une manière très généreuse. Il l'a fait gratuitement. Il a passé du temps à se préparer et tout ça. Donc, franchement, merci infiniment pour ton. Je t'en prie, Bruno. Ça fait partie du job de faire des conférences gratuites. Hein. Et puis, moi, je vous remercie d'être venu malgré cette très belle soirée. Vous auriez peut-être été mieux à griller des saucisses. Et puis, malgré Voilà, donc merci à tous. Et puis, ça a été un plaisir pour moi. Bonne soirée. Merci, Daniel. Je suis enchanté. On prie, Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Bye bye. Merci, bye bye. Bon, ben voilà, Bruno. Ouais, attends, j'ai juste terminé l'enregistrement. Voilà, arrêtez celle-là.